Et salut les gens, vous êtes une nouvelle fois dans cette salle de ciné avec Godric pour parler d'Obi-Wan Kenobi une dernière fois. Et je dois bien avouer que cet épisode est à l'image de ces 3 derniers épisodes de cette saison assez frustrant et pas assez abouti à mon sens. Un remaniage des 3 derniers épisodes aurait été les bienvenus. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant la production, mais clairement ça se sent qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils avaient envie quand on voit la qualité des 3 premiers épisodes et la linéarité dans lesquelles les personnages sont développés et amenés. On sent tout de suite une rupture avec l'épisode 4 et 5 et ensuite l'épisode 6 et la continuité de celui-ci. Donc tout de suite on va attaquer avec les gros problèmes que je vais pas forcément plus développer que ça parce que bon, Reva qui se TP avec un trou dans le bide, ça pose problème à croire que les scénaristes se sont dit bon on a 15 minutes à combler, est-ce que Reva est morte, bon vas-y on la fait pas mourir, on va la foutre sur Tatooine, comme ça on aura nos 10-15 minutes de blabla inintéressant et avec un personnage inintéressant encore une fois, qui nous permettra de faire notre épisode de 50 minutes sans trop se prendre la tête. Et peu importe si ce n'est pas cohérent ou pas. Je fais coup double avec Obi-Wan qui prend son vaisseau et se TP littéralement sur Tatooine en littéralement quelques secondes. On est beaucoup plus proche de la porte des étoiles de Stargate SG1 que la vitesse lumière de Star Wars. Là, pour moi, on a un sérieux problème de cohérence avec l'univers. Bref, le personnage de Reva, encore une fois, était assez intéressant. Il aurait pu être très bien développé en opposition avec Obi-Wan, représentant exactement ce que est Reva, c'est-à-dire l'échec d'Obi-Wan à avoir tué Anakin et les conséquences de cela sur ces 10 années suivantes. Mais malheureusement, on se contentera de juste deux dialogues à travers une porte et un Obi-Wan à genoux en mode « Je te ramène Anakin, bute-le s'il te plaît ». Et Reva qui dira juste oui, et là elle part sur Tatooine parce qu'elle aura réussi à comprendre tout l'intérêt de Luke avec un message coupé d'interférence. Tout simplement pour vous dire que ça n'a aucun intérêt de parler plus longtemps de ce personnage. Je vais préférer du coup vous répéter ce que l'Inquisiteur nous a dit à propos de Reva. C'était long et ennuyant. Et tant que j'en suis sur le Grand Inquisiteur, faisons aussi un tir groupé sur lui et le deuxième frère et la troisième sœur, je ne sais plus laquelle c'est, qui ne servent strictement à rien, y compris dans cet épisode. Il ne sert juste à renvoyer à Vador. Est-ce qu'il faudrait pas mieux faire ça? Vador lui dit non, il dit ok monseigneur, pas de problème. C'est des random péons qui ne servent à rien. On les a mis ici uniquement pour nous dire il y a les inquisiteurs, faire un joli trailer sur ça, mais ne pas les utiliser. Exactement comme Reva, ça n'a servi à rien. Voilà. Et je fais tout de suite le lien avec Vador. Je suis hyper chaud avec les transitions aujourd'hui. C'est que Vador décide d'attaquer le vaisseau. Il ne lance pas de chasseur payeux à ses trousses. C'est complètement con. Pourquoi pas? Ça nous permet de recaser le même plan avec le vaisseau en arrière qui tire sur le Faucon Millennium qu'on voit dans l'épisode l'Empire contre-attaque, si je me souviens bien. En tout cas, j'ai pas été vérifié. On s'en tape. Car cette scène n'a aucun sens, on n'est plus dans les années 80, nous refoutre cette scène-là n'a pas forcément d'intérêt, ne sert strictement à rien, à part nous permettre de nous dire « Hey, je m'en souviens, j'ai reconnu la ref, c'est génial !» Et aussi, Obi-Wan, fidèle à lui-même, fidèle à ce qu'il doit faire, c'est-à-dire se sacrifier pour sauver les rebelles. Ceci est assez logique avec le personnage d'Obi-Wan, ce n'est pas le souci. Le souci dans cette scène, c'est déjà les rebelles qui se sont attachés à Obi-Wan sans forcément de raison particulière. Allez voir les reviews des épisodes 4 et 5 si vous voulez en savoir plus, mais la relation Obi-Wan-rebelle est beaucoup trop rushée et beaucoup trop incohérente pour que ça fonctionne. Mais au moins Obi-Wan fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire se sacrifier pour la bonne cause. Et il part, mais là, Vador aussi fait une erreur, c'est qu'une erreur stratégique est totalement débile, c'est-à-dire que Obi-Wan se barre pour sauver les rebelles. Si tu veux qu'Obi-Wan vienne là où tu as envie qu'il vienne, et continue pour chasser les rebelles, ou lâche des chasseurs, ou toi prends un chasseur pour partir sur Obi-Wan, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, il y avait tellement de choses à faire plutôt que, bon allez, on y va tous ensemble, tout le vaisseau, les 500 soldats qui sont dedans, etc. pour chasser Obi-Wan, car c'est lui le plus dangereux, mais une fois qu'on l'a rattrapé, je vais l'affronter seul, car je suis Vador. Aucune logique stratégique dans ce choix, ni de détermination de la part de Vador ou quoi que ce soit à pouvoir détruire les rebelles. Ça pose réellement problème dans la logique même du personnage, vu qu'il nous a été présenté dans l'épisode 3 comme étant quelqu'un de déterminé, froid, qui n'hésite pas à tuer. Là, au final, il décide de faire un petit cadeau à son ancien maître, en mode souvenir du bon vieux temps, on aime ça. Et on arrive tout de suite, du coup, sur la confrontation tant attendue d'Obi-Wan et d'Anakin. Chose que j'ai assez aimé, le décor est assez stylé. J'ai bien aimé aussi ce contraste entre l'arrivée de Vador dans un terrain très plat et Obi-Wan dans un relief assez important.
montrant qu'en fait, un petit peu la complexité du personnage d'Obi-Wan qui reste en tant que Jedi, ce survivant combattant, et le plat qui est devenu Dark Vador en mode uniquement soldat de l'Empereur et main armée de l'Empire. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant. Ensuite, les lignes de dialogue, les premières lignes de dialogue entre Obi-Wan et Dark Vador aussi sont assez intéressantes. Ce sont des dialogues qu'on a déjà vus dans la revanche des Sith, mais avec un petit peu de nouveau. Anakin qui n'était pas aveuglé par sa colère et sa soif de pouvoir, mais plus sur son impassibilité et sa détermination froide et franche envers son envie de tuer Kenobi, et aussi un changement de ton de la part de Kenobi qui n'est plus là par dépit et à contre-cœur de vouloir affronter son apprenti, mais plus parce qu'il doit le faire et que c'est son devoir, et il est lui-même en train de faire la paix avec son passé, avec son fardeau qu'il traîne depuis plus de 10 ans. Et c'est assez bien fait. Malgré tout, en fait, on va avoir un gros problème, c'est que cette scène-là n'a pas forcément d'intérêt non plus, à part juste du fanservice, parce qu'elle n'est pas plus exploitée. Ça aurait été très intéressant de nous refaire tout un combat un petit peu enchevêtré dans les montagnes, etc., avec un Obi-Wan qui parle plus en longueur avec Anakin, réutilisant peut-être même exactement les mêmes dialogues dans la revanche des Sith, permettant aussi de développer et d'amener ce duo de personnages à la conclusion que Anakin est réellement mort, chose qu'ils essayent de faire, mais de manière assez, à mon sens, inégale et un peu trop rushée, qui est assez mal fait avec le fanservice à outrance, mais également avec le fait que Obi-Wan passe d'un épisode à l'autre à un Jedi qui n'utilise plus la Force, un Jedi qui réutilise la Force comme si il n'avait pas eu 10 ans de vide entre les deux. Il a même l'air d'être plus puissant qu'avant, ce qui, à mon sens, pose problème dans le développement de ce personnage. Encore une fois, on a une coupure dans la psychologie et dans les capacités physiques d'Obi-Wan. Il aurait fallu plus de péripéties pour justifier le fait qu'il était redevenu le général Kenobi qu'il était et qu'il pouvait faire face à Dark Vador, parce que là, pour moi, ce n'est pas crédible et je n'y crois pas un seul instant. Même si les scènes de combat sont extrêmement bien réussies et assez intéressantes à regarder visuellement, mais dans le fond, ça reste assez vide et creux, donc c'est un peu dommage. Encore une fois, assez frustré de tout ça. Je comprends aussi l'intérêt de refoutre Reva sur Tatooine pour essayer de nous faire un double enjeu un petit peu comme à la revanche des Sith, encore une fois, avec un combat d'un côté Obi-Wan, Anakin, et de l'autre côté Sidious, Yoda, sauf que là, c'est Reva contre Lars. Donc même si j'aime bien le personnage de Lars et que j'aime beaucoup l'acteur qui le joue, là, en fait, on a une série où on était totalement OCF par rapport à ça. On a une Reva qui a un trou dans le bide, mais qui survit et qui arrive à se taper de planète en planète. J'ai envie de dire que d'un côté, on a un combat Dark Vador Obi-Wan, c'est extrêmement prenant, c'est extrêmement puissant, mais de l'autre côté, on n'a pas un Sidious Yoda, quoi. C'est vraiment un combat OCF qu'on a en face. Et je pouvais pas m'empêcher de me dire, quand on voyait le combat Vador Obi-Wan, qui passant au combat Reva à Lars, j'étais là en mode, mais vas-y, on s'en tape de ça, passe à la suite, merde. Pour au final arriver sur un combat assez fanservice, encore une fois, qui ne montre pas grand chose de plus à part des personnages rochers, et qui arrive sur une finalité où Obi-Wan arrive à se libérer de ses rochers. Scène assez intéressante, j'avais peur qu'ils nous foutent Qui-Gon à ce moment-là. Heureusement, ils l'ont pas fait, ils ont laissé Obi-Wan se démerder en expulsant les rochers qui l'écrasaient un petit peu comme le fardeau qu'il avait ces 10 dernières années. La métaphore est sympathique, mais assez mal exploitée, mal amenée dans ce combat. Encore une fois, ça aurait été mieux avec plus de dialogue, plus de développement de personnages entre Obi-Wan et Vador. Et encore une fois, c'est surtout à cause de l'épisode 4, mais aussi un peu de l'épisode 5, qui n'a pas amené de développement dans ce sens. Du coup, là, encore une fois, on sent qu'il y a une rupture avec le reste. Et c'est vraiment dommage et frustrant, encore une fois, de voir qu'ils avaient tout pour réussir, mais qu'ils n'ont pas voulu concrétiser quelque chose de bien. Encore une fois, je pense que le manque de budget et le remaniement des producteurs avec la censure, etc., les a amenés à devoir changer à la fin, probablement. Mais voilà. Et enfin, le résultat de la confrontation Obi-Wan-Vador, qui n'a pour moi aucun sens. Obi-Wan à aucun moment peut tuer Vador, sinon ils n'auraient pas besoin de Luke, concrètement, pour abattre Vador et l'Empereur. Vu qu'Obi-Wan, là, concrètement, il aurait pu tuer Vador et partir tranquillement aller voir l'Empereur pour mettre un terme à ses plans. En plus, il a les rebelles, il aurait pu reconstruire l'armée rebelle avec Organa, etc. Et cette rupture, en fait, me pose problème parce que, oui, Vador Obi-Wan devait avoir une nouvelle confrontation, la confrontation est assez belle mais vide. Mais là où je suis pas d'accord, c'est sur la finalité de ce combat. Normalement, Vador aurait dû gagner, Obi-Wan trouver une entourloupe, une manière
s'expulser, mais là on arrive au combat où il prend le dessus grâce à son armure, il repète le masque, laissant apparaître un morceau de son visage et surtout son œil. Scène un petit peu classique et iconique de la série Star Wars Rebelle avec le combat Vador-Ahsoka, mais aussi dans les comics, il y a 2-3 passages de ça, comme ça, et c'est aussi culte, j'ai envie de dire. Mais encore une fois, c'est juste du fanservice qui ne sert pas à grand chose, qui sont là uniquement pour justifier des dialogues de l'épisode 6 entre Obi-Wan et Luke, lui disant que Vador a bien tué Anakin et blablabla et blablabla. Ce qui n'a pour moi aucun sens de faire ça à ce moment-là. L'épisode 6 est sorti il y a plus de 30 ans maintenant, donc à quoi ça sert de le foutre là? Cette justification-là est maintenant, sachant que l'épisode 6 est quand même une très belle réussite. Et que ce soit de la part d'Obi-Wan ou de Vador, le combat n'a aucune raison de se finir comme ça, étant donné que Obi-Wan sait très bien ce qui a coûté de laisser Vador en vie, créer un règne de terreur pendant 10 ans derrière lui. Il n'aurait jamais dû juste lui tourner le dos et partir, il aurait dû l'achever pour vraiment se débarrasser de son passé, se débarrasser de l'image d'Anakin, surtout qu'Anakin était déjà mort et que là, il avait affaire à un Sith. Et comme il le dit si bien, les Sith ont toujours été sa spécialité. Donc oui, Obi-Wan qui part n'a aucun sens, pas plus que Anakin, enfin Dark Vador, qui laisse Obi-Wan partir alors qu'il a encore ses 2 bras et ses 2 jambes et son sabre laser. Il aurait pu tout simplement continuer à l'attaquer. Malheureusement, bah ce n'est pas le cas, il le laisse partir en mode bon bah c'est pas grave, à plus. Mais le problème c'est qu'en fait là on a un sérieux souci, c'est que normalement Obi-Wan est censé être convaincu à ce moment de l'histoire que Vador est le mal absolu et qu'il est un Sith pur et dur, qu'il fait partie du côté obscur à 100%. Or, cette décision de laisser partir Obi-Wan est un aveu de faiblesse, est un aveu que Vador garde une part de lumière en lui, chose qui est assez incohérente avec tout ce que on sait des épisodes Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque sur Obi-Wan. Voilà, et voilà, au final, on voit Qui-Gon à la fin, à toute fin, une petite frustration encore une fois, où on voit Obi-Wan bien rasé, bien coiffé, etc., avec sa tunique blanche qu'il a remise. Dans une scène un peu OCF, j'aurais préféré avoir un retour comme ça, utilisé pour montrer que le général Kenobi était revenu, probablement à la fin de l'épisode 4 ou à la fin de l'épisode 5, pour montrer une certaine détermination et un changement dans la personnalité d'Obi-Wan. Là, c'est sur la fin de la saison, c'est un peu OCF chair, voilà. Tout comme la scène où Obi-Wan se met en position avec son sabre en l'air et ses 2 doigts vers l'avant, chose que je n'avais pas forcément bien comprise dans la revanche des Sith, étant donné que c'est pas une posture de combat vu qu'il l'abandonne tout de suite après, tout comme dans cet épisode-là d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas, c'est fanservice, qui ne sert à rien, c'est vide, sans aucun fond, mais pourquoi pas, au moins ça fait plaisir, et ça fait plaisir aux gens qui le réclamaient depuis le premier épisode. Bref, j'ai failli oublier. Leia qui est sur Alderaan avec ses parents adoptifs, qui est en train de s'habiller avec le petit holster, les bottes, les gants et tout, pour nous montrer en fait l'adulte qu'elle va devenir. Scène assez intéressante, j'ai envie de dire, mais sans plus en fait, bien pour finir une série avec, on va dire, l'arc de ce personnage, c'est pas plus mal. Le problème que j'ai, c'est derrière le passage où Obi-Wan revient sur Alderaan pour parler à Leia, lui rendre son bruit à la con, et disant qu'en fait, oui, ils vont être surveillés, qu'il faut pas trop prendre de risques, etc. Mais putain de merde, Alderaan fait partie de l'Empire, ça veut dire que normalement elle est dirigée un peu par l'Empire, même s'il y a un sénateur, même s'il y a Organa, etc. Tu peux pas te pointer comme ça sur une grande plateforme à découvert, etc. alors que l'Empire est en train de te rechercher partout, et que le premier indice de l'Empire est donné dans l'épisode 2 avec Reva, en mode Organa a des liens avec Obi-Wan, en kidnappant sa fille, je suis sûr qu'Obi-Wan va sortir de sa cachette, chose qui a été faite dès l'épisode 2 d'ailleurs. Donc en fait, Vador derrière, quand il sort, on a balancé des droïdes sondes partout, il peut pas nous échapper, et vous avez oublié la planète la plus importante, la seule piste que vous avez pour retrouver Obi-Wan, c'est-à-dire Organa, le sénateur Organa. Donc bon, c'est totalement débile d'avoir fait ça, mais bon, fallait rendre le droïde à la gamine, hein, forcément. Ça permet aussi de développer un petit peu le lien entre Obi-Wan et Leia, ce qui n'est pas trop mal non plus, j'ai envie de dire, mais malheureusement dans une scène totalement incohérente. Du coup, au final, je suis assez frustré par cette série, avec un très bon début qui promettait pas mal de choses, tout comme les trailers et les différentes interviews qu'on avait des différents protagonistes, particulièrement Ewan McGregor et Hayden Christensen. Nous survendons la série comme étant un chef-d'œuvre, mais au final, on aura eu quelque chose d'assez bon en départ, mais un final assez incohérent avec lui-même, avec beaucoup de formes et de fanservice pour y délaisser totalement le fond, chose qui devient de plus en plus récurrente au cinéma ces dernières années, ce qui est dommage. Préférons-nous donner des histoires avec du fanservice, en nous disant « Regardez, c'est comme avant, donc vous allez aimer aussi », plutôt que des
histoires assez originales, nous donnant envie de redécouvrir un univers un petit peu à la Rogue One ou autre, et ne prenant surtout aucun risque avec l'histoire ou les personnages dans leur développement, pour ne surtout pas être imaginatif dans une histoire qui pourrait être sympa à regarder. Voilà, c'est un petit peu fini, on se retrouvera probablement plus tard pour les prochaines séries Andor, donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre petit pouce bleu, votre commentaire haineux ou tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine, que la force soit avec vous, et salut!